Alors bonjour à tous. Et donc effectivement je vais commencer cette conférence sur le chat, mythe et légende. Alors c'est un imaginaire du chat, les mythes et les légendes qui gravitent autour de cet animal qui est assez noir, qu'on connaît de façon assez superficielle, toutes les croyances qui entourent le chat noir, qui ont été notamment popularisées par le chat noir d'Edgar Poe, qui est une nouvelle fantastique du 19e siècle, publiée en 1843. Et c'est une nouvelle qui incarne à sa façon toute la terreur qu'a pu inspirer pendant des siècles cet animal. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, qui est un vrai récit fantastique, pour le coup, un modèle parfait du genre, puisque arrivé au terme du chat noir de Poe, on ne peut pas trancher entre l'explication irrationnelle ou l'explication rationnelle. Mais en tout cas, le narrateur de ce texte est en quelque sorte hanté par la figure d'un chat. Il a tué un chat noir et quelque temps après, il va retrouver un chat qui lui rappelle beaucoup ce chat noir. Et peu à peu, il y a une relation de terreur qui s'installe entre le narrateur et ce chat noir jusqu'au dénouement de cette intrigue. Alors ce chat qui inquiète le narrateur du chat noir d'Edgar Poe, il est fortement inspiré par certaines traditions, certaines croyances qui entouraient le chat. Je donne ici un exemple, c'est un extrait du chat noir d'Edgar Poe, dont je vais faire la lecture. Durant le jour, la créature ne me laissait pas un seul moment, donc la créature c'est le fameux chat noir. Et pendant la nuit, à chaque instant, quand je sortais de mes rêves pleins d'une intraduisible angoisse, c'était pour sentir la tiède haleine de la chose sur mon visage et son immense poids, incarnation d'un cauchemar que j'étais impuissant à secouer, éternellement posé sur mon cœur. Alors cette image, elle est intéressante, du chat qui est posé sur la poitrine du narrateur, qui lui inspire un cauchemar, parce que justement, elle s'alimente de certaines croyances surnaturelles qui ont longtemps eu cours concernant les cauchemars. Le cauchemar, nous, évidemment, on vit dans une période post-freudienne, donc on a une explication scientifique, entre guillemets, de ces rêves qui, des fois, perturbent notre sommeil. Mais pendant des siècles, le cauchemar, c'était quelque chose de surnaturel. C'était un démon qui inspirait ces visions inquiétantes aux dormeurs. Et on a un tableau de Fuseli, donc le cauchemar, peint en 1781, qui représente très bien cela, avec cette jeune femme endormie et cette espèce de gnome, de créature monstrueuse qui l'oppresse, qui est installée sur sa poitrine et qui l'oppresse de la même façon que le chat noir oppresse le narrateur du récit d'Edgar Poe. Alors, là où je dis que le récit de Poe fait allusion à ces croyances, c'est que dans certaines régions, et notamment des régions françaises, en Picardie, eh bien, pendant des siècles, le cauchemar, c'était un chat. Dans certaines régions, le mar, c'est le chat, et le cauchemar, c'est le chat couché, le chat qui foule. Et donc, il y avait dans ces régions des croyances qui affirmaient que pendant la nuit, quand on était agité de cauchemar, c'est qu'un chat était venu se poser sur la poitrine du dormeur. Un chat qui soit était un démon, soit était une sorcière transformée en chat. Et on voit donc à travers cet exemple, à travers ce court extrait du chat noir d'Edgar Poe, que la littérature fantastique, l'imaginaire fantastique du chat, eh bien, il s'inspire de croyances qui ont traversé les siècles. Alors, il y a un autre exemple littéraire de cette présence du chat qui est assez connu et qui est lié à la grande figure de Chateaubriand. Et là, on n'est pas dans un récit fantastique, non, on est dans la narration d'une véritable légende de hantise féline. Alors, Chateaubriand est, entre autres, l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe, c'est le récit de sa vie, récit qu'il a conçu pour être publié après sa mort, et donc d'où le titre du texte, Mémoires d'Outre-Tombe, c'est Chateaubriand qui parle depuis l'au-delà, qui rapporte sa vie et notamment
l'épisode fondamental pour lui qui est l'enfance au château de Combourg, en Bretagne. Et à ce sujet-là, eh bien, Chateaubriand nous décrit les nuits assez terrifiantes qu'il passait seul dans une aile isolée du château. Et il nous parle à ce moment-là du fantôme d'un chat qui apparaissait. C'est au livre 3, chapitre 1 des Mémoires d'Outre-Tombe. Les gens étaient persuadés qu'un certain comte de Combourg, à jambes de bois, mort depuis 3 siècles, apparaissait à certaines époques et qu'on l'avait rencontré dans le grand escalier de la tourelle. Sa jambe de bois se promenait aussi quelquefois seule avec un chat noir. Alors ce petit passage des Mémoires d'Outre-Tombe, il a fortement marqué les esprits et on a de nombreuses éditions illustrées au XIXe siècle, au début du XXe siècle, qui vont présenter une gravure ou un dessin figurant ce fameux chat noir et cette jambe de bois qui descendait seul un des escaliers du château de Combourg. En voici 2 exemples. Alors pour la petite histoire, après la mort de Chateaubriand, bien après, lors de travaux qui se sont déroulés au château de Combourg au XIXe siècle, précisément dans cette tour, eh bien, des ouvriers ont dégagé d'un des murs cette momie de chat qui est encore visible. Je l'ai photographiée, elle est dans une chasse de verre donc, au château de Combourg. C'est une momie de chat donc, qui avait été emmurée, semble-t-il, vivant. C'était une pratique assez courante dans les rites pour exorciser un lieu du mal. Et donc on a retrouvé cette momie, et alors évidemment ça a laissé lieu à certaines suppositions surnaturelles, ce qu'il n'y a pas vraiment eu un fantôme de chat dans cette aile du château de Combourg. Mais enfin, là, c'est une autre histoire. En tout cas, voilà, le chat est très présent à Combourg, dans la dimension, on va dire, surnaturelle de ce lieu. Et il est très présent en différents lieux, puisque les légendes sur les chats sont très nombreuses. Avant d'entrer plus précisément dans le vif du sujet, je vais en évoquer une autre. Là aussi, il y a un château, le château de Turckheim, dans le Haut-Rhin, château qui est entouré d'une légende qui nous dit, eh bien, alors, des siècles en arrière évidemment, que la nuit venue, eh bien, un grand chat noir a été souvent aperçu dans les alentours de ce château. C'était un chat assez terrifiant, il faisait peur aux passants puisqu'il s'attaquait à eux. Et pour la population, il n'y a aucun doute, c'est le diable qui agit à travers ce chat, voire ce chat est le diable lui-même. Et donc le seigneur du château va décider de terrasser cet animal qui sème la terreur. Il va y avoir un combat entre l'homme et l'animal, et lors de ce combat, eh bien, le châtelain va couper une patte du chat, et cette patte, il va la glisser dans sa bourse. Et alors, là, on verra, c'est un lieu commun de ce genre d'histoire. Bizarrement, le lendemain, sa femme, la châtelaine, ne sort pas de sa chambre, elle reste enfermée, alitée, comme si elle était malade ou comme si elle cachait quelque chose. Et c'est à ce moment-là que le châtelain va découvrir que dans sa bourse ne se trouve pas la patte du chat qu'il avait coupée, mais bien la main de sa femme avec, à son doigt, l'anneau nuptial. Ce qui veut dire, pour lui et pour tout le monde, qu'en fait, c'était la châtelaine qui, la nuit venue, se transformait en chatte pour semer la terreur. On va voir dans la suite de mon propos que ce type d'histoire mettant en scène des femmes qui se transforment en chatte est assez fréquent en Europe. Alors, on se rend compte à travers ce type d'histoire que le chat est très présent dans les traditions populaires, beaucoup plus présent que je ne l'aurais pensé. Alors un petit mot quand même sur ce que sont ces traditions populaires, ces croyances populaires. C'est tous ces récits qui couraient jadis dans les campagnes, avant que l'ère industrielle et puis surtout l'ère moderne avec la télévision ne les bannissent des soirées. Dans les villages, c'est bien connu, on en a tous encore la mémoire, même si on ne l'a pas vécu, on en a entendu parler. Les gens se réunissaient et racontaient des histoires qui étaient souvent des histoires assez inquiétantes, des histoires de spectres. Il s'agissait de se faire peur au coin du feu. Ces histoires, elles ont commencé à disparaître des mentalités populaires au XIXe siècle avec l'avènement du positivisme scientifique qui a lutté contre toutes les croyances qui étaient liées au surnaturel. Fort heureusement, à ce moment-là, un certain nombre de personnes ont pris conscience de ce patrimoine oral qui allait disparaître et les ont consignés par écrit.
C'est le cas de Théodore de la Villamarqué, par exemple, en Bretagne, qui a recueilli énormément de ces traditions. Et c'est le cas aussi de Paul Sébillot, qui a fondé la revue d'études des traditions populaires, qui est une des grandes figures donc, de ces folkloristes du XIXe siècle qui ont parcouru les campagnes et ont recueilli ces témoignages oraux relatifs aux traditions populaires. George Sand, elle aussi, s'est attelée à cet exercice. Elle était très sensible à ces légendes et elle a écrit ce livre, Légendes rustiques, publié en 1858, qui est illustré par Maurice Sand, donc le fils de George Sand. Alors, je ne résiste pas au plaisir de montrer quelques illustrations de Maurice, qui était un excellent dessinateur, des illustrations qui nous montrent aussi le caractère fantastique de toutes ces croyances populaires, avec les lupins, donc qu'on appellerait les loups-garous, donc des hommes qui se transforment en loups la nuit venue, avec le meneur de loups, qui était une autre grande figure des campagnes françaises et européennes de l'époque. Hein. C'est un homme qui avait la capacité de diriger les loups, de les commander. On a de nombreuses légendes de ce type dans le département voisin des Pyrénées-Orientales. Le casseur de bois, autre créature terrifiante qui hantait les forêts la nuit venue. Les demoiselles, celles qu'on appelle les fées aussi. Et enfin, encore une fois, pour illustrer la beauté de ce légendaire et la façon dont il hantait les campagnes jadis, eh bien, voici un tableau donc, du XIXe siècle de Yann d'Argent, Les Lavandières de la nuit. C'est un tableau qui est conservé au musée des Beaux-Arts de Quimper et qui s'appelle Les Lavandières de la nuit. Donc, ces fées maléfiques qui terrifiaient les passants. Donc, le passant, on le voit ici, il est complètement entouré par ces femmes spectrales. On voit aussi les arbres qui prennent une allure inquiétante, des silhouettes terrifiantes qui hantent la nuit. Voilà, la campagne française, jusqu'au XIXe siècle, c'est ça. Il faut bien imaginer que les gens marchent la nuit, il n'y a pas de voiture, on traverse des chemins, on revient des foires, on traverse de grandes étendues solitaires comme ça, et à l'occasion de ces traversées solitaires, eh bien, on voit ou on croit voir certaines choses, et ça a donné lieu à tout un tas de récits tout à fait extraordinaires et d'une richesse assez incroyable. Alors, maintenant, donc, cette parenthèse étant faite, je vais revenir plus précisément sur la place du chat dans les traditions populaires. Et c'est un animal qui, disons-le, a une image plutôt inquiétante, voire très inquiétante. Il y a des croyances populaires tout à fait anodines sur le chat, par exemple, et c'est attesté dès le Moyen-Âge, et on en trouve la trace dans l'évangile des Quenouilles, par exemple. On prête depuis longtemps au chat certains pouvoirs prophétiques, par exemple le pouvoir de prévoir la météo. Donc ça, c'est quelque chose qui est très ancré. Depuis le Moyen-Âge, on observe la façon dont le chat se comporte, notamment pendant sa toilette, et en fonction de son comportement, de ses gestes, eh bien, il va annoncer tel ou tel temps. Donc là, on est dans des croyances, on va dire, positives par rapport au chat. Mais la plupart des croyances, elles sont très clairement négatives et effrayantes. Alors, c'est un animal redouté, et c'est un animal redouté pas forcément par rapport à des phénomènes surnaturels. On prête au chat des intentions négatives. Alors, je reviendrai là-dessus, c'est fortement lié à la religion, hein, à la symbolique religieuse, mais autant le chien peut être un symbole de fidélité, de foi, etc., autant au chat, on lui prête des intentions terribles. Dans plusieurs régions, les gens ont peur d'être étranglés par un chat pendant leur sommeil, ça c'est quelque chose qui revient constamment. Et il y a aussi la peur d'être mangé par un chat, alors ça se base sans doute sur certains faits divers, comme cette gravure donc, qui date du XIXe siècle, mais enfin, ça a alimenté une terreur absolument irrationnelle de l'animal. Alors maintenant, sur le surnaturel et sur le légendaire surnaturel du chat et sur les craintes surnaturelles, c'est là que cet imaginaire noir du chat, il s'exprime avec le plus de force et avec le plus de poésie. Les légendes sur les chats surnaturels sont extrêmement nombreuses. Je ne pourrais pas en faire une typologie complète dans le cadre de cette conférence, ça serait un peu trop systématique, mais je vais donner quelques exemples. Par exemple, les sabbats de chats. Je pense que le terme sabbat, vous le connaissez à peu près tous, hein, c'est les réunions de sorcières, les sabbats, donc ces grandes festivités démoniaques
qui réunissait certaines nuits de l'année les sorcières autour d'un culte au diable, eh bien, dans les campagnes, on parlait aussi de sabbat de chats. C'était à peu près l'équivalent, sauf que c'est les chats de la région qui se réunissaient tous. Alors souvent, c'était autour d'une vieille croix, autour d'un croisement de chemin, où souvent il y avait une croix. Et donc, les chats se réunissaient là, ils miaulaient. Alors, c'était des cris absolument terrifiants, abominables, et certains passants, la nuit, les entendaient. Et il ne fallait surtout pas s'approcher de ces sabbats de chats, puisqu'on a quelques récits, notamment en Bretagne ou en Vendée, où, eh bien, intrigué par ces miaulements, le promeneur s'approche du sabbat de chat, et là, il est entièrement dépecé par les animaux. D'après ces récits populaires, plusieurs de ces promeneurs nocturnes auraient été carrément mis à mort par ces chats. On en a de ces sabbats, le souvenir donc, dans les traditions orales qui ont été recueillies au XIXe siècle. On en a aussi le souvenir dans certains noms de lieux. Par exemple, le chemin des chats. Il y a certains villages où certains chemins étaient appelés chemin des chats. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était le chemin que les chats partant au sabbat étaient censés suivre. Alors, voici là un exemple de ces réunions de chats sorciers. C'est à Dinan, dans les Côtes d'Armor. C'est une couturière donc, qui raconte cette mésaventure qui se passe de nuit, comme toujours. Elle entend des miaulements de chats effrayants et elle va apercevoir, donc, dans le clair de lune, au milieu des chats, un grand homme qui n'est donc pas un humain, qui est quelque chose d'extra-humain, qui a sur la tête des cornes lumineuses. Manifestement, c'est le diable ou une créature diabolique. La couturière fait un signe de croix et à ce moment-là, tout disparaît. Parce qu'en effet, on va le voir, il y a des rites pour s'exorciser de ces chats. Alors, je vous l'ai dit, je ne ferai pas une liste complète de toutes ces légendes surnaturelles du chat, ni de tous les types de légendes qui circulent à propos de ces chats diaboliques, mais je vais donner quelques exemples. On a par exemple la peur très répandue du chat étranger, c'est-à-dire du chat qu'on ne connaît pas. Dans chaque maison, dans chaque village, il y a les chats qu'on connaît, qu'on côtoie, et puis il y a des chats qui se manifestent soudainement et que personne ne connaît. Et ces chats-là inspirent une terreur qui est au centre de plusieurs récits. Alors là, j'ai pris un exemple type, c'est celui de la récolte qui tourne mal. Ces légendes sont en effet très liées au monde agricole. Ça va être par exemple, suivant les régions, un brasseur qui n'arrive pas à faire de la bière. Ça va être le bétail qui va tomber malade brusquement. Et autre exemple, dans les régions plus viticoles, le vin qui va tourner au vinaigre. Aujourd'hui, quand ce genre d'événement arrive, on va chercher une cause médicale, bactériologique à la chose. À l'époque, c'est forcément pour une raison surnaturelle que la récolte a mal tourné. Et donc souvent, dans ce type de récit, eh bien, quelqu'un va remarquer que les choses ont commencé à mal tourner, que la bière ne s'est plus faite ou que le bétail est tombé malade suite à l'apparition d'un chat qu'on ne connaissait pas. Un chat qui traîne dans la brasserie, qui traîne dans la cave, qu'on va remarquer sur une poutre dans l'étable. Et à partir de là, eh bien, tout le monde en conclut que c'est ce chat, qui n'est pas un vrai chat, mais qui est sans doute une sorcière qui a pris la forme d'un chat, qui a causé le mal. Et donc, l'agriculteur, le brasseur, le viticulteur, l'éleveur de bêtes va s'attaquer à ce chat. Donc, il va prendre une arme, un couteau, etc. Et il va essayer de le chasser avec cette arme. Il va le blesser. Ça peut être une patte coupée, ça peut être une blessure au ventre, au visage, etc. Et suite à ça, on va se rendre compte qu'une vieille femme des environs eh bien, ne sort plus de chez elle. Ça vous rappelle évidemment le récit que j'ai donné tout à l'heure avec la châtelaine de Turckheim. Et cette vieille femme a une blessure similaire. Admettons que l'agriculteur ait coupé une patte au chat, eh bien, elle aura la main coupée. Donc, pour tout le monde, cette vieille femme était une sorcière qui, sous forme d'un chat, était venue répandre le mal. Ces récits de ce type-là sont très, très nombreux. Alors, il y a un autre exemple de chat surnaturel, c'est le chat qui devient brusquement lourd et qui se met à parler. Ce type d'histoire-là, encore, se passe très souvent la nuit. C'est une femme ou un homme qui marche. En général, c'est au retour d'une foire. Hein, c'est souvent la typologie de ces récits. Il y a une foire, un marché dans un village, dans une ville, et un homme ou une femme rentre de ce marché et se rend chez lui.
Et donc là, sur le chemin, il va croiser un chat. Et pour différentes raisons, il va prendre ce chat avec lui. Ça peut être parce qu'il pense ou elle pense que l'animal est perdu. Ça peut être parce qu'il pense qu'il a envie d'avoir un chat. Voilà. Donc, le chat est pris dans les bras du passant. Et c'est là que le surnaturel va s'introduire dans l'histoire progressivement, puisque le chat devient de plus en plus lourd. Il devient de plus en plus lourd jusqu'à ne plus pouvoir être porté. Et à ce moment-là, la personne qui le tient dans ses bras veut le déposer à terre. Et le chat lui dit « Rapporte-moi d'où tu m'as pris ». Et donc, la personne va systématiquement rapporter le chat à l'endroit où elle l'a trouvé. Et à ce moment-là, le charme magique, l'inquiétude va disparaître. Il y a un vrai sentiment de terreur qui est véhiculé par ces récits. Là, j'ai mis une citation. En fait, c'est un récit qui a été recueilli dans les années 50 par un folkloriste qui s'appelle John Stein, qui a parcouru l'Isère, toute cette région-là de la France, qui est aussi venu en Ariège, et qui, dans les villages, a recueilli la parole des habitants les plus âgés concernant les traditions surnaturelles, les croyances en des êtres surnaturels qui étaient véhiculées par leurs aïeux. Et il y a plusieurs récits de ce type-là, de chats devenus lourds. Et un des témoins qui parle à John Stein dit il s'est donné peur quand il a vu que ce chat parlait. Il l'a vite ramené là où il l'avait trouvé, c'était la Cheta Queta. Alors la Cheta Queta, c'est un de ces chats surnaturels qui hantait les croyances populaires de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Alors ce thème du chat qui parle, qui se met à parler brusquement, donc qui introduit le fantastique dans le quotidien, il est très présent. On en a d'autres occurrences, souvent dans les cuisines d'ailleurs. Donc une femme fait la cuisine. Là, je donne un exemple qui est tiré d'une histoire qui sera racontée à Épignac dans l'Ille-et-Vilaine. Donc une femme fait la cuisine, donc jusque-là tout est normal. Son chat se trouve près d'elle et c'est à ce moment-là qu'un vieux chat rentre dans la cuisine par la chatière. Et l'intrusion du surnaturel arrive là. Pourquoi? Parce que ce vieux chat se met à parler avec une voix humaine au chat du foyer. Viens-tu? Et le chat de la maison répond non, je n'ai pas encore soupé. Donc là, évidemment, la ménagère est prise de terreur. Un chat qui parle, c'est pas possible. Et donc, elle va chasser ces deux chats en faisant le signe de la croix. Et on voit là, encore une fois, qu'il y a des instruments surnaturels pour lutter contre ces chats maléfiques. Ça revient assez souvent. Et peu ou prou, ce sont les mêmes instruments que l'on retrouve constamment dans la lutte contre le mal. J'ai mis ici l'exemple du crucifix pour repousser une femme vampire. C'est exactement les mêmes instruments qui vont servir à repousser les chats maléfiques dans les traditions populaires. Exemple de lutte contre un chat maléfique avec une croix. On est donc en Côte d'Or, près de la Roche-Pau, et il y avait là une source qui s'appelle la source du chat. Alors, source du chat, on va noter que de façon significative, elle est située à proximité d'un dolmen, le dolmen des Fées. Et on disait à l'époque, et elle porte ce nom pour cette raison, que la nuit venue, un chat venait se baigner dans cette source. Alors évidemment, c'est pas normal. Un chat, c'est pas censé aimer l'eau. Donc il y a plusieurs récits légendaires comme ça, où un chat est vu en train de nager et de suite, on en conclut que ce n'est pas vraiment un chat. Et ce chat, en plus de la source du chat, il est d'autant plus inquiétant que dans les descriptions qu'on en donne, il a de véritables yeux de feu. Donc, il a fait naître un véritable sentiment de terreur au sein de la population locale. Et pour beaucoup, c'est le diable qui est là, qui vient se baigner dans cette source, ou pour d'autres, c'est une sorcière qui s'est changée en chat et qui vient se baigner la nuit dans cette source. Donc il faut lutter contre le mal, et pour ce faire, un bûcheron va façonner une croix en bois qui va être placée à côté de la source, et depuis ce jour-là, on n'a plus revu ce chat maléfique venir se baigner la nuit. Alors autre exemple, l'eau bénite, là encore utilisée constamment dans la lutte contre le mal. Cette histoire-là, elle se passait à Haywiller, dans le Bas-Rhin. Encore une fois, la nuit tombée, un chat noir cette fois, et là encore un chat nageur qui vient se baigner dans le lavoir municipal toutes les nuits.
Donc ce chat qui se baigne, là encore, c'est pas normal. Et du coup, le sentiment de terreur gagne la population. Là encore, on conclut que c'est un chat diabolique. Et pour lutter contre ce mal, eh bien, une vieille femme du village va verser de l'eau bénite dans le lavoir municipal. Et à partir de là, encore une fois, on ne verra plus le chat. Il va venir, il va voir l'eau et il va partir en courant et ne reviendra plus à Haywiller. Dernier exemple que je donne de ce type d'exorcisme, c'est évidemment la messe ou la cérémonie religieuse, qui est un autre moyen de combattre le mal. Alors, là, je vais insister sur la date, parce que les exemples précédents que je vous ai donnés, c'est des traditions populaires qui ont été recueillies au XIXe siècle. Donc, c'est des exemples anciens. L'exemple que je donne ici se déroule dans les Hautes-Alpes, près d'Ancelles. Il a été recueilli par Johnstein et les faits sont censés se dérouler vers 1948. Donc vous voyez que ces histoires, en fait, elles ont survécu très longtemps. Alors là, évidemment, on est dans un territoire montagneux, assez reculé, mais voilà, jusque dans les années 50 et avant la coupure des années 60, il y avait sur certains territoires encore une vraie vivacité de ces légendes félines, de ce surnaturel félin. Alors ces faits qui se passent vers 1948, que sont-ils? Eh bien là, on est dans une maison et la nuit, des enfants donc qui dorment sentent la couverture de leur lit tirée par ce qu'ils devinent être une bête. Et donc, ils vont allumer la lumière de leur chambre et là, ils découvrent que cette bête qu'ils n'ont fait qu'entrevoir, eh bien, elle a la forme d'un chat. Alors, les parents eh bien, voient que leurs enfants ne mentent pas, qu'ils ont une vraie inquiétude, une vraie peur. Ils ont conclu qu'ils ont sans doute certainement vu quelque chose, qu'ils n'ont pas inventé cette histoire. Et donc, ils vont aller consulter le curé. Et pour le curé, eh bien, il est assez évident que ce chat nocturne qui vient semer la terreur dans la chambre des enfants est certainement l'âme d'un mort. Et donc, il faut faire une messe pour ce mort. C'est ce que le curé va faire. Et à partir de là, d'après le témoignage recueilli par Johnstein, eh bien, le phénomène va complètement cesser. Alors là, je vous ai dressé donc un rapide tableau de ces terreurs félines. J'ai donné quelques exemples, mais je le répète, il y a un nombre incalculable de légendes de ce type et d'autres qui appartiennent à des schémas narratifs que je n'ai pas évoqués, mais qui donnent un portrait tout aussi terrifiant du chat. Alors d'où vient cette crainte du chat? La question se pose légitimement, et pour y répondre, eh bien, il faut remonter plus avant que ces traditions populaires dans l'imaginaire félin. L'imaginaire félin surnaturel, on le rencontre en Europe dès l'époque païenne. Il y a une déesse nordique, Freya, dont voici une représentation qui date du XIXe siècle, qui est fortement associée à la figure du chat. Freya, pour faire simple, c'est un petit peu l'équivalent de nordique de Vénus, donc c'est une déesse qui est liée à la fécondité, mais la différence avec Vénus, c'est qu'elle est une déesse plus guerrière. Et Freya, eh bien, d'après la mythologie nordique, a un traîneau qui est traîné par deux immenses chats. Toutes les représentations de Freya nous la montrent avec ces deux félins. Voici une gravure du XIXe siècle qui donc représente le côté guerrier de Freya avec à ses pieds deux chats. Alors on voit là que donc, le chat est lié aux mythes païens, et dans ces mythes païens, eh bien, le chat, quelquefois, est très inquiétant. C'est notamment le cas dans cet épisode qui met en scène le dieu Thor. Donc Thor qui va vivre tout un périple, un peu comparable à celui d'Hercule, qui va devoir relever un certain nombre de défis. À un moment donné, il arrive dans le château du géant Loke d'Utgord, et Loke va lui lancer un certain nombre de défis, et notamment le défi de soulever tout simplement son chat. Donc Thor accepte le défi, sauf que le chat eh bien, est absolument insoulevable, puisque au fur et à mesure que Thor le soulève, c'est ici ce qui est représenté sur cette gravure, eh bien, le corps du chat va se distordre, si bien que Thor est absolument incapable
de le soulever. Et la vérité sur ce chat lui sera révélée dans les jours qui suivent par Locke. En fait, ce n'était pas un chat, mais un serpent. Un serpent qui avait pris la forme d'un chat. Alors ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit qu'on a ce thème de chats qui semblent être des chats en apparence, mais qui sont en réalité tout autre chose. Et ça, c'est donc déjà très présent dans les mythologies païennes européennes. Voici une autre représentation, à travers un tableau de Thor soulevant le chat d'Utgord.